comment mettre l'épargne au service du développement. Nous en parlons toujours dans cette deuxième partie de échange avec Ange Ketor. Monsieur Ketor, est-ce que l'épargne est un enjeu de souveraineté économique pour les États africains? Vraiment, l'épargne, quand on a l'argent, on est souverain. Celui qui tend la main, on lui dicte ce qu'il doit faire. Donc, si l'épargne est mobilisée à la base, ça permet à l'État d'avoir suffisamment de ressources pour financer ses projets. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'épargne qu'on peut aller chercher de l'argent dehors. Donc, l'État, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Si on a suffisamment, nous-mêmes, on a suffisamment d'argent, si l'État doit faire quelque chose, ça doit être dans une moindre mesure. Donc, si certains États sont souverains aujourd'hui, si certains États ont des ressources, c'est qu'en interne, ils en ont suffisamment, ce qui permet à l'économie de tourner. Les 404 milliards de francs CFA mobilisés ne sont pas suffisants pour vous? Non, vous connaissez le budget de l'État et ça, ça ne va pas sur les comptes de l'État. Ça, c'est ce que les institutions ont mobilisé. Ça, c'est juste les ressources mobilisées au niveau du secteur de la microfinance. Alors, quelles sont les classes sociales qui ont plus cette propension à épargner? Est-ce que ce sont les classes moyennes, les classes pauvres ou les riches dans la zone UEMOA, par exemple? Non, dans notre cas, ceux qui sont dans le portefeuille sont très souvent ceux qui font les activités génératrices de revenus, les gens qui vendent au marché, dans une moindre mesure les salariés. Dans une moindre mesure les salariés. Donc, dans le cadre des institutions de microfinance, c'est Aïmolutor, c'est Zobontor, c'est Tricycle. Il y en a des gens qui nous suivent au Mali, au Niger, au Bénin, au Ghana, qui ne comprennent pas le patois. Celui qui vend à Imolou, au bord de la route, celui qui vend à la bouillie, celui qui fait le pouce-pouce, Tricycle, Gakpogbegle, il vend de la ferraille, etc. C'est l'argent de ces gens-là, celui qui fait le maraîchage, celui qui fait l'agriculture. C'est ça la composition du sociétariat des institutions de microfinance. Alors, quels sont les obstacles que vous rencontrez quand vous partez pour la mobilisation de ces ressources financières? L'un des obstacles, c'est la thésaurisation. Il y a des gens qui ont une allergie pour tout ce qui est structure financière. Une allergie pour la microfinance, parce que certains ont eu des déboires par le passé. Et il y a l'inculture aussi. Il y a les gens qui n'ont pas la culture financière. Il y a aussi le manque de moyens. Il y a des gens qui n'ont pas d'activité et qui va leur procurer des ressources, des revenus. Donc voilà les quelques obstacles qu'on peut énumérer. Mais globalement, quand je fais le tour de l'espace UEMOA, je me rends compte que le Togo fait des efforts. Le Togolais ou le Togo fait des efforts et ces obstacles-là. Dernièrement, je faisais une émission sur une chaîne où, entre parenthèses, on a parlé de questions de refus des pièces, qui est une question culturelle ou sociologique. Ces questions culturelles ou sociologiques... Les pièces qui ne sont pas neuves... Les pièces limées, lissées, les pièces froissées, etc. Donc, c'est aussi des questions de sociologie qui font que, bon, les gens pensent que vaudou, c'est un truc de fétiche, etc. Donc, quand tu mets ton argent sur ce compte-là, c'est les sectaires qui sont réunis là-bas. Il y a de ces trucs de préjugés qui font que les gens se méfient. On a tout dit à certains, ils ne veulent pas croire, même si c'est dans une infime proportion. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette méfiance qui se poursuit à l'égard des institutions de microfinance? C'est juste. Ce manque de confiance... On ne peut pas avoir tout le monde avec soi. Il suffit de continuer de sensibiliser, d'éduquer, pour que certains se déchaînent. Sinon, pour l'instant, quand les gens sont braqués, ce n'est que la sensibilisation et l'éducation qui vont leur faire changer de posture. Pour certains acteurs, l'un des principaux obstacles à la mobilisation efficace
caisse de l'épargne en Afrique subsaharienne est l'inadéquation des services financiers. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Bon, l'inadéquation des services financiers, en partie c'est vrai. Parce que nos procédures ne sont pas très, très flexibles pour que le besoin du client soit cerné. Les besoins pour l'instant sont des besoins génériques. Vous verrez des produits, par exemple, commerce. C'est ça l'intitulé du produit. Dans commerce, on a beaucoup de choses. Alors que les procédures ne permettent pas de prendre chaque maillon du commerce pour le financer. Parce qu'on a peur du risque. Parce que quand on dit commerce, c'est un fourre-tout. On peut tout mettre dedans. Mais là-dedans, il faut aller disséquer pour voir le banquier a toujours peur du risque. Donc, quand on donne par exemple, crédit virement salaire, par exemple. C'est-à-dire que tout ce qui est salaire, ça arrive là-bas, on donne ce crédit. On pouvait être plus ingénieux pour rentrer dans le salaire, faire des catégories qu'on peut financer. Nous n'en sommes pas encore là-bas. Parce qu'on n'a pas... Il y a ce qu'on appelle en économie l'asymétrie d'information. Les informations ne sont pas très... Quand je prends par exemple la question d'adressage, les rues, si on veut aller chez quelqu'un aujourd'hui, ailleurs, il suffit de... Mais chez nous, ce n'est pas encore ça. Donc, sur un certain nombre de choses, les informations ne sont pas précises pour qu'on aille dans certains détails. Donc, le banquier a peur du risque. Donc, il s'en tient juste à quelques produits génériques. Donc, c'est justifié que on va progresser et faire des crédits qui répondent aux besoins. Parce qu'on a des outils de maîtrise du risque. Alors, quel que soit le sujet qui est devant, on cerne et on peut donner du crédit. Dans votre association, est-ce que vous êtes conscient de cette réalité? Mais j'ai accepté. Dès que vous avez posé la question, j'ai dit que c'est vrai. C'est vrai, c'est pas seulement au Togo, ça se voit un peu partout. Parce que le risque, on ne cerne pas le risque. Quand on prend des produits génériques, plus ou moins on se retrouve. Là, vous vous sentez protégé. Voilà, mais si on veut rentrer dans les détails, il faut avoir les informations. Vous voyez, nous avons travaillé sur le bureau d'information sur le crédit au niveau de l'UEMOA. Oui. Vous verrez que les clients avec qui vous traitez à Lomé, certains prennent des crédits à Ouaga. Certains prennent à Dakar. Au Sénégal. Voilà. Mais si on n'avait pas ce dispositif, mais vous allez financer quelqu'un qui a déjà 3 fois le crédit que vous lui donnez ici, il a déjà quelque part d'autre. Donc c'est tout ça là qui fait qu'on a peur d'avancer sur tout. Il faut avoir... en tout cas, on évolue pour avoir des informations sur le client. Le client, c'est un tout. Hein. Il a ses factures d'électricité qu'on doit connaître. Est-ce que c'est un bon payeur? Quand il prend le téléphone, est-ce qu'il paye les factures d'eau? Est-ce qu'il prête? Est-ce qu'il a déjà d'autres crédits? Etc. On ne peut pas... Si on ne cerne pas ça, on va aller donner du crédit à quelqu'un qui est déjà surendetté. Alors, quels sont les mécanismes qui permettraient à ces pays comme le Togo, le Bénin, pour pouvoir mettre l'épargne au service du développement? Oui, ça parle du développement économique dans le pays. Ouais. Hein. Quand il y a l'activité économique évolue, les gens ont de l'argent et pour épargner, c'est pas compliqué. Donc, il faut vraiment que nos pays se développent, qu'on ait des activités, qu'on ait des projets et on aura de l'argent pour l'épargne. Quand on a l'épargne, facilement on fait de l'investissement. C'est-à-dire comment affecter ces ressources peut-être aux infrastructures, peut-être à la santé, à l'éducation? Oui, l'épargne qu'on mobilise ne va pas. L'épargne des institutions, c'est l'épargne de la population. C'est pas ça qu'on investit. Mais ce qu'on investit, l'État tire ses ressources surtout de l'impôt que les institutions paient, de l'impôt que les citoyens payent. Et c'est ces ressources-là qui permettent à l'État d'investir dans le social. Maintenant, en amont, il faut que la population ait
des activités. Quand elle fait des activités, l'État prend ses impôts sur ces activités-là. L'État prend ses impôts sur les immeubles, par exemple. Et c'est ces ressources-là que l'État collecte qui lui permettent d'investir maintenant dans les infrastructures. Maintenant, c'est quand ça ne suffit pas que l'État se retourne vers des bailleurs. Parce qu'en amont, il n'y a pas suffisamment de ressources qui montent vers l'État. Donc l'État, en manque de ressources, est obligé d'aller à l'extérieur, tourner vers d'autres partenaires mais en amont, il faut que nous-mêmes on ait suffisamment d'argent à travers les activités que nous faisons. L'État, il est en haut, nous on est en bas. Mais si on fait des activités, on remonte des revenus à l'État par les taxes et les impôts. Alors, selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent permettre à vos microfinances ou banques de pouvoir mobiliser assez de ressources en interne pour que les États aient moins à aller auprès d'autres bailleurs de fonds? Oui, ce qu'il faut faire, il faut être plus ingénieux, créer des produits. Nous sommes à 4 500 000 bénéficiaires aujourd'hui. Vous avez dit on est 8 millions de Togolais. Ça veut dire qu'il y a du maïs à moudre. Ça veut dire qu'il y a des clients qui ne sont pas dans le portefeuille des institutions qu'il faut aller chercher. Et c'est à travers des produits adaptés. Pourquoi ils ne sont pas là? Ça veut dire que les produits qui sont là, peut-être, ne répondent pas à leurs besoins. Et il va falloir déceler ces besoins-là et construire des produits qui répondent à ces besoins. Donc, il y a du travail à faire. Nous en sommes conscients, mais on ne fera pas le travail comme on le fait jusqu'à une certaine période. Il y a la question de digitalisation qui s'amène. On n'a pas besoin d'avoir des agences physiques. On n'a plus besoin de faire de l'implantation physique. Le client même ne veut plus qu'on l'emmerde avec... on lui demande de se déplacer. Le client veut avoir son smartphone ou son iPhone pour faire les opérations avec l'institution. Et c'est sur ça que les institutions sont en train de travailler. Donc c'est un défi pour vous? Ce n'est plus un défi. Nous sommes en plein dedans. On est en plein dedans. Et ça évolue, mais pas comme on le souhaite. Donc le sujet est connu, on est conscient de ça. Et les programmes sont en cours pour atteindre le maximum de clients, pourquoi pas les 8 millions de Togolais. Ça évolue, mais pas comme vous le souhaitez. Où est-ce que la faille... Il y a une question, d'abord il y avait une question de méfiance du changement. Les gens travaillaient au manuel, avec des cartons depuis 45 ans. Ils ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain. Les processus sont manuels. Il va falloir améliorer tout ça là pour que le client soit totalement satisfait. Mais pour l'instant, il y a des processus, par exemple le dépôt et le retrait, qui sont digitalisés. Le client peut, dès qu'il recharge par T-Money ou Flouz, faire le dépôt sur son compte et faire le retrait par la même voie. Ça se fait déjà dans les institutions. Toutes les institutions de microfinance? Pas toutes les institutions. C'est là où je dis qu'on n'évolue pas comme nous le souhaitons. Les plus grosses sont déjà à cette étape-là. Mais les autres ont besoin d'un peu plus de ressources. C'est des investissements qu'elles doivent faire. Investir dans la transformation digitale pour pouvoir aller plus vite. Alors, vous n'avez pas peut-être peur au niveau de cette transformation de certains risques comme l'ANAC, oui, c'est ça les fraudes? C'est ça qui fait piétiner ou patiner certains. Parce qu'il faut être sûr de cerner les risques. Et entre autres risques, il y a l'ANAC, la cybersécurité, etc. Et dont il faut se prémunir. Donc c'est tout ça qui fait que certaines institutions vont à leur rythme. Voilà. Alors, mettre l'épargne au service du développement, quelle solution pour vous en tant qu'institution de microfinance? Non, nous on est à 4 500 000 bénéficiaires. Il faut aller à 8 à 10 millions de bénéficiaires. C'est à travers des produits adaptés. Et je pense qu'avec la digitalisation, on peut sortir des sentiers battus et aller dans les zones non desservies. Il y a des zones aujourd'hui où il n'y a pas une seule implantation de caisse, mais avec les moyens digitaux, on peut aller ne serait-ce que les jours de marché pour pouvoir mobiliser l'épargne dans ces milieux. Et c'est le travail qui se fait. Et j'avoue que ce n'est pas aussi simple, mais comme c'est un sacerdoce, c'est un choix que les institutions ont fait. Elles le font avec beaucoup d'abnégation. Et je voudrais les saluer pour ça.
Ce sera tout pour échanger aujourd'hui. Merci Ange Ketor d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le directeur exécutif de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD au Togo. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.